épisode, je suis accompagnée de Mme Andréane Gagné. Docteur en sciences des pathologies de la communication humaine de l'Université McGill, Andréane Gagné s'est jointe à l'Université Laval en 2022. Avant son arrivée, Andréane a été pendant plus de 10 ans professeure-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, notamment au sein de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Ses travaux s'intéressent au développement de l'enfant et aux facteurs qui y contribuent ou qui y nuisent. À cet égard, c'est depuis plus d'une décennie, soit avant l'arrivée du iPhone dans nos vies, qu'elle étudie l'effet des écrans sur le développement des enfants. Bonjour Andréane. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Récemment, vous avez animé une conférence aux parents dans le cadre des activités de transfert de l'unité mixte de recherche Synergia. Et cette conférence-là avait pour titre « Mon enfant et les écrans, quoi en penser, comment les gérer ». Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre épisode, j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet. Mais ça me fait plaisir de poursuivre la conversation. Parfait. Donc, allons-y avec notre première question. Vous vous intéressez aux effets de l'utilisation des écrans chez les enfants. Depuis plus d'une dizaine d'années déjà, on le disait en introduction. Donc, quelle évolution vous avez observée à ce niveau-là? Ça a effectivement beaucoup évolué. Là, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2008, là, on est vers les années 2007-2008, en fait, on s'intéressait, moi comme chercheuse, je m'intéressais beaucoup plus à l'effet, à savoir si les programmes éducatifs ou les émissions éducatives étaient effectivement éducatives. Mm-hmm. Dans les écoles, la recherche, c'était surtout, là c'était l'époque là, de l'intégration des tableaux blancs interactifs à grande échelle. Fait qu'on était beaucoup dans la technopédagogie, développer des outils technopédagogiques, puis on était aussi beaucoup dans la formation des enseignants. Maintenant, on se retrouve là comme une quinzaine d'années plus tard et une pandémie plus tard. Donc, effectivement, la pandémie a tout changé en ce sens où là, les écrans sont devenus omniprésents dans la vie et dans la scolarité des enfants. Et puis là, on s'est mis à se dire, à se questionner sur peut-être que, alors que dans les années 2000, on avait l'idée de préparer les citoyens de demain en lui donnant accès au plus grand nombre d'outils technopédagogiques. Là, en 2020, on se dit, peut-être que le citoyen de demain en a un peu trop d'outils technopédagogiques. Puis peut-être qu'il y a des effets secondaires ou des effets indésirables qu'on note et qu'on observe. Puis effectivement. Donc là, je vous dirais que là, on est vraiment dans cette mouvance-là où ce qu'on cherche à déterminer, c'est quoi l'effet de l'utilisation des écrans chez les enfants, chez les adolescents. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. Puis le gouvernement du Québec a mis une stratégie provinciale pour en savoir plus sur les conséquences de l'utilisation des écrans, pour essayer aussi de favoriser de saines habitudes de consommation d'écran, surtout chez les enfants et les adolescents. OK, très intéressant. Donc, vous dites que le gouvernement s'intéresse à la question des écrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les répercussions des écrans? Oui, en fait, c'est ce qui nous interroge beaucoup. C'est quoi les répercussions sur la santé physique, la santé mentale puis le bien-être? Okay. La santé physique, ça a été le premier aspect sur lequel on s'est interrogé comme en recherche. Parce que c'était l'aspect le plus visible. Consommer des écrans, c'est une activité sédentaire. Donc, conséquemment, il y a des répercussions sur la santé physique qui sont visuellement perceptibles. Donc, on parle de surcharge pondérale, on parle de pas nécessairement de troubles alimentaires, mais d'un changement dans les habitudes alimentaires. Puis, combiné à ça, il y a aussi le fait que les écrans, souvent, diminuent l'activité physique qui est pratiquée par l'enfant ou l'adolescent. Okay. Donc, les problèmes que ça a occasionné, effectivement, c'est surcharge pondérale, des difficultés ou des maladies au niveau cardio-métabolique. On a aussi observé une diminution du VO2 max chez les adolescents de 1990 versus les adolescents de 2020. Okay. Diminution qu'on attribue beaucoup au changement d'habitude de vie, de consommation d'écran. Ensuite, pour ce qui est de la santé physique, on a observé aussi la position statique qu'on adopte quand on passe du temps devant l'écran. Bien, ça occasionne des troubles musculo-squelettiques. On pense à des tendinites, des douleurs chroniques. Puis, évidemment, les optométristes, eux, s'inquiètent beaucoup des effets sur la vision des enfants, les augmentations de cas de myopie, la progression plus rapide de la myopie.
Donc, voilà, ce sont tous des facteurs là, des éléments qui ont été démontrés là, comme étant des répercussions de l'augmentation de la consommation des écrans chez les jeunes. Ça, c'est pour la santé physique. Parfait. Juste pour être sûr, quand vous parlez de surcharge pondérale, là, juste pour être certaine que tout le monde comprend bien, c'est une augmentation du poids comparativement à avant, c'est bien ça? Exact, oui. OK, parfait, oui. Super clair. Puis, autrement que les effets sur la santé physique, est-ce qu'on observe d'autres types d'effets aussi ou de répercussions? Oui, bien, effectivement, là, ça, c'était les répercussions qui étaient visibles. Donc, c'est les premières auxquelles on s'est intéressé. Puis après ça, on s'est mis à se dire, bien là, s'il y a des répercussions physiques, peut-être qu'il y a aussi des répercussions sur d'autres aspects du développement que le développement physique. Donc là, on a commencé à regarder notamment le langage puis les habiletés sociales. Pour ce qui est du langage, effectivement, le temps écran va avoir un effet sur le développement du langage de l'enfant, particulièrement chez les garçons plus que chez les filles. On ne s'explique pas encore exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que les garçons consomment plus? Est-ce que c'est parce que les garçons sont déjà plus vulnérables à avoir un développement du langage un petit peu décalé peut-être par rapport à celui de certaines filles? On ne sait pas exactement pourquoi. Là, c'est encore un peu nébuleux comme résultat, mais on sait que les garçons seraient plus sensibles à l'effet de l'écran sur le développement du langage. Ensuite, pour ce qui est des habiletés socio-émotionnelles puis les interactions, bien, on sait que l'écran va avoir un effet sur le développement de l'inhibition puis des fonctions exécutives. Donc, ce qui fait que des enfants qui ont un tempérament plus impulsif vont avoir des répercussions du temps écran, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un comportement un petit peu plus impulsif. Ou ça, c'est pour l'impulsivité. Même chose pour les interactions sociales, l'autorégulation. On sait que les enfants qui consomment plus d'écran ont de moins bonnes habiletés socio-émotionnelles. OK. Ouais. Ça se fait ressentir, peu importe l'âge des enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou des adolescents? C'est sûr que moi, mes recherches concernent plus les enfants âgés entre 3 et 9-10 ans. OK, plus âge primaire. Oui, exactement. Moi, je suis plus dans l'âge primaire. Par contre, chez les adolescents, on relève un peu la même chose. OK, super intéressant. Oui, on ne voit pas que l'effet s'atténue ou diminue nécessairement. Puis le temps écran, en fait, augmente avec l'âge. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on... Oui, exactement. Parfait. Puis il y a peut-être un autre facteur là, chez le jeune enfant qu'on observe. C'est le facteur de l'écran qui est ouvert en permanence à la maison. OK? Donc, par exemple, typiquement, dans une salle de jeu, l'écran est ouvert en permanence. Même si le son est coupé, il y a quand même l'image qui est là. Puis ce qu'on constate, c'est que le jeune enfant qui est dans une période de jeu ou avec son parent ou avec quelqu'un dans sa fratrie ou dans un milieu de garde, un milieu familial où l'écran est ouvert en permanence, ce qu'on constate, c'est que quand l'écran est ouvert, même si le son est coupé, l'enfant est beaucoup moins engagé dans sa tâche. Les interactions avec l'adulte sont beaucoup moins... sont moins de qualité. Donc, ça aussi, ça a un impact. T'sais, même si l'enfant n'est pas actif devant l'écran, si l'écran est ouvert en permanence à la maison, on sait que les échanges seront moins de qualité, donc il y aura moins d'apprentissage. L'enfant va être moins engagé par le jeu. Quand on sait l'importance du jeu dans l'apprentissage du jeune enfant, ben, on sait que ça aussi, là, ça va avoir des répercussions là, sur le développement de l'enfant. L'écran ouvert avec le son éteint, ça a quand même un effet. OK. Puis quand vous dites écran ouvert, c'est le fait, par exemple, qu'on voit l'écran d'accueil de l'ordinateur. En ce moment-là, je pensais plus à la télévision, par exemple, qui roule en continu. OK, je comprends. Donc, avec un bruit de son, même s'il n'y a pas de son, d'avoir les images. Oui, parce que les images changent, les couleurs changent. Fait que tout à coup, l'intérêt de l'enfant est détourné. Tu sais, l'enfant qui était engagé dans un jeu, tout à coup, la couleur change. Il se désengage du jeu pour traiter cette information-là. OK, super intéressant. Et le bien-être maintenant, tantôt, vous nommiez que les écrans pouvaient avoir un effet aussi sur le bien-être des enfants. Oui, ça peut avoir un effet nuisible au bien-être, mais juste avant d'entrer dans l'impact nuisible, je pense que c'est quand même important de souligner les effets positifs que les écrans aussi peuvent avoir sur le bien-être, parce que depuis le début là, de notre conversation, là, on insiste beaucoup sur les aspects négatifs, mais il faut souligner aussi là, la contribution qu'a eu les écrans. Là, je pense notamment pendant
la pandémie où les relations interpersonnelles pendant une certaine période étaient exclusivement faites avec des écrans. Une chance qu'on avait ça. Bien, exactement. Puis, il y a un étudiant, là, un doctorant de l'UQAM qui a fait sa recherche là, excessivement intéressante sur l'apport des écrans dans la relation intergénérationnelle entre les grands-parents et les petits-enfants. Puis, il l'a fait pendant la pandémie, mais il l'a fait aussi sur les petits-enfants qui vivent dans un pays autre que le pays de leurs grands-parents. Puis, il a étudié l'effet des écrans, puis des communications par écran. Puis, effectivement, il a trouvé que ça renforçait les liens familiaux, que c'était bénéfique et pour les grands-parents et pour le jeune enfant. Donc, je pense que c'est important aussi de souligner l'importance qu'a eu les écrans sur le maintien de relations familiales, puis le maintien du bien-être, là, particulièrement pendant la pandémie. Ceci dit, bon, il y a l'aspect négatif, cependant, des écrans. Là, je pense à deux principaux aspects négatifs ou effets négatifs sur le bien-être. Le premier, bien, c'est le harcèlement. C'est sûr que le harcèlement a toujours existé, malheureusement. Ceci dit, le harcèlement en ligne a comme une caisse de résonance. Le harcèlement il provient de plusieurs sources. Quand quelqu'un est victime d'harcèlement, mais c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. Et l'intensité du vocabulaire, l'intensité des gestes harcelants et la fréquence des gestes harcelants est plus importante. Donc, c'est sûr que pas qu'il y a un harcèlement plus positif qu'un autre, mais le harcèlement en ligne, comme une caisse de résonance qui fait que ça prend plus de place, plus de place dans la vie de la personne qui le vit. Oui, puis c'est ce que je remarque aussi, puis vous me direz si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que en ligne, c'est plus facile pour les personnes qui vont harceler aussi de le faire parce qu'il y a une certaine anonymat, sont derrière leur écran, sont pas face à la personne. Oui. Donc, ça explique probablement pourquoi on en a autant, puis ils sont plus perceptibles aussi. Là. Exactement. C'est plus facile de poser le geste harcelant et c'est plus facile de suivre le geste harcelant de quelqu'un d'autre. Alors en véritable situation où on voit la réaction de la personne harcelée, peut-être que on ressent la personne se garde peut-être plus une petite gêne ou va se retirer, n'interviendra pas nécessairement pour arrêter le harcèlement, mais ne s'interposera pas. Mais n'en ajoutera pas. En ligne, c'est très facile d'en rajouter une couche. Ça, c'est un phénomène qui est effectivement très documenté. Oui, assez triste. Oui. Puis donc ça, c'est un aspect des écrans qui touche le bien-être. Puis l'autre aspect, c'est la cyberdépendance. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste de la cyberdépendance. C'est plutôt les gens qui travaillent avec les adolescents, les gens aussi en psychiatrie, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que, comme toute dépendance, une cyberdépendance a un effet négatif, un effet très important sur la vie de la personne qui a une cyberdépendance, mais il ne faut jamais oublier aussi que ça a un effet très important sur l'entourage de cette personne-là. Tout à fait. Oui. Est-ce que, je suis curieuse de savoir, quand on parle de cyberdépendance, est-ce qu'il y a des données qui montrent à partir de quand on est cyberdépendant? C'est quoi être cyberdépendant, en fait? Bien, c'est comme toutes les dépendances. C'est quand votre dépendance vous empêche de fonctionner dans la vie courante. Okay. Donc, si vos heures de sommeil sont entrecoupées, si vous ne pensez qu'à ça, si ça nuit à vos relations sociales, si ça nuit à votre travail, si vous ne mangez plus, vous ne faites plus de repas pour vaquer à votre dépendance, bien, c'est vraiment les mêmes critères que n'importe quelle autre dépendance. OK, je comprends bien. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles de développer une dépendance aux écrans ou de développer des mauvaises habitudes? En fait, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui sont connus à ce jour? Oui, c'est sûr que le tempérament de l'enfant va jouer. Des enfants qui ont plus de difficultés à s'autoréguler, qui sont plus impulsifs, peuvent être plus susceptibles de développer des mauvaises habitudes d'écran. Mais, somme toute, les différences individuelles ne jouent pas tant que ça dans la consommation saine ou malsaine des écrans. Okay. Je vous dirais que le facteur le plus important, c'est l'écran lui-même. C'est est-ce que l'enfant a accès à des écrans? Si l'enfant a un écran, ça va. 2 écrans, ce n'est pas un facteur de risque. Quand l'enfant dispose de 3 écrans, là, on commence à noter que c'est un facteur de risque. Puis pourquoi c'est un facteur de risque? C'est parce que
le nombre d'écrans multiplie le nombre d'occasions où l'écran peut s'immiscer dans la vie. Par exemple, l'écran dans la chambre à coucher, ben, ça va nuire au sommeil. Ouais. L'écran dans la salle à dîner, ça nuit à l'heure des repas. L'écran dans la poche, ça fait qu'on va l'utiliser pendant le temps de transport. Et ça va peut-être aussi nous empêcher d'utiliser un transport actif. On va utiliser un transport passif plutôt qu'un transport actif. Donc, plus on a d'écrans, plus l'écran s'immisce à différents moments de notre vie, puis plus on est susceptible de développer des mauvaises habitudes de consommation d'écran. OK. Fait que, oui, ça, c'est un facteur. Quand vous dites plusieurs types d'écrans, est-ce qu'on parle de, par exemple, avoir un téléphone cellulaire, une télévision à la maison, un iPad, ou si 3 télévisions, c'est la même chose pour le nombre? Bien, je vous dirais que c'est un peu différent parce qu'encore là, on est dans une perspective où on regarde à quel moment l'enfant a accès à des écrans. S'il a accès à des écrans uniquement à la maison, puis qu'il est à la maison 3 heures par jour, ben, éveillé, là, Ouais. on s'entend qu'il dort à la maison, mais éveillé 3 heures par jour à la maison, bien, ça va avoir beaucoup moins d'impact que s'il y a un iPhone, un Chromebook qui est à l'école, mais qui ne sort pas toujours à faire les devoirs, les leçons, puis en plus, une télévision à la chambre avec une console vidéo. Là, on est comme ailleurs. Alors que si on a 3 téléviseurs, par exemple, un dans la salle à dîner, un dans le salon, un dans la salle de jeu, bien, déjà, l'usage des écrans est limité géographiquement. Fait que c'est un peu ça la différence. Puis là, on a vu un effet, là, il y a plusieurs écoles maintenant qui utilisent les Chromebooks ou autres, là, je ne veux pas faire de publicité, mais qui utilisent des appareils individuels pour les apprentissages. Puis on constate que ben, c'est un écran de plus qu'on ajoute. Sûr. Fait que souvent, l'ado a son téléphone cellulaire, pour des raisons de sécurité. Là, le parent a souvent fourni un téléphone cellulaire à l'enfant. Il y a un Chromebook, puis il y a souvent une console de jeux vidéo à la maison. Donc, on est, pour la moyenne des adolescents, à 3 appareils. Et 3 appareils, c'est connu pour être un facteur de risque. Donc, tu sais, il y a cet enjeu-là. Je pense qu'il y a une réflexion à y avoir. Est-ce qu'on devrait cloisonner, peut-être, l'usage des écrans? C'est-à-dire, le Chromebook sert, mais à l'école. Les appareils personnels servent à la maison, mais d'ailleurs, ça commence. Là, il y a un changement de mentalité. Là, cette année, il y a eu, là, tout en début septembre, là, effectivement, il y a eu une campagne à l'effet que les téléphones cellulaires, maintenant, ne seraient plus utilisés c'est vrai. Dans les classes. Fait que là, il commence à avoir un changement de mentalité puis un cloisonnement pour que les appareils personnels soient utilisés dans certains contextes puis les appareils scolaires dans un autre contexte. Fait que ça commence. Ça commence. Je pense que c'est important, là, à la vue de ce que vous venez de dire. Puis, outre le nombre d'appareils, j'imagine que le temps d'écran est aussi important, donc de venir limiter le nombre de temps qu'on va passer sur les écrans. Oui, ça, c'est pas... Là, on parlait plus de l'adolescent avec le Chromebook et tout, mais chez le jeune enfant, effectivement, l'écran sert beaucoup à occuper le temps. Donc, si on prend, on fait autre chose, si on s'occupe à autre chose, ben, on va diminuer le temps écran. Fait que comment on s'occupe à autre chose? Bien, évidemment, on tend à favoriser les activités plein air, les activités extérieures, le sport, les activités familiales, la lecture. Plutôt, pendant l'entrevue, là, je parlais des effets négatifs du temps écran sur le langage, mais si dans la famille, il y a plusieurs moments de lecture, ben, ça compense. Ça pallie. Donc, d'avoir des activités familiales qui amènent l'enfant dehors, qui amènent l'enfant à lire ou à faire d'autres activités, ça va comme atténuer les effets négatifs que peuvent avoir l'écran. Fait que ça, c'est une chose. Ensuite, bien, moi, je veux dire, pour le temps qu'on consacre aux écrans, quand on regarde les différentes recommandations, si on prend la journée typique d'un enfant ou d'un adolescent, puis je vais lire mes notes parce qu'il faut que je vous dise les bons temps, mais typiquement, on recommande 9 heures de sommeil. On recommande à peu près 1h30 de temps consacré pour manger les repas, manger déjeuner, dîner, souper. La recommandation, c'est 1 heure d'activité physique assez intense, puis 1 heure d'activité physique plutôt modérée. Intense, ça veut dire qu'il faut suer. Puis modéré, une autre petite heure, une autre demi-heure, une autre petite heure. Après ça, l'enfant passe environ 6 heures à l'école. On consacre 30 minutes, 1 heure et demie de devoirs par soir. On compte là-dedans 1 heure de transport, 2 heures de routine, la douche, faire le lit, s'habiller. Bon, ça, là, juste ça occupe 22-23 heures sur 24. Fait que si l'enfant et l'adolescent et l'adulte, là, je pense qu'on peut s'inclure là-dedans, là, si on fait ce qu'on a à faire, là,
il nous reste à peu près 2 heures de libre par jour. Mm. Mais même si on consacre ces 2 heures-là de libre à l'écran, on est encore dans les recommandations. Ouais. Fait que, dans le fond, si on fait ce qu'on a à faire, puis qu'on ne mélange pas ce qu'on a à faire avec du temps écran, par exemple, mon heure et demie de repas, je le fais avec un écran. Mon heure de devoir, je le fais avec un écran. Mon heure de sport, puis ça, je l'ai déjà vu. Je l'ai vraiment déjà vu chez un enfant de 3e année, 8 ans. Il jouait à la cachette avec ses amis, avec son iPad. Comme ça, pendant qu'il était caché, il pouvait faire ses jeux vidéo. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais c'est ça. Ça serait le conseil. Une chose à la fois. Comme en toute chose. Je pense que c'est un conseil qui est bon dans beaucoup de sphères de la vie, là. Une chose à la fois. Puis normalement, il va rester du temps de loisir. Puis même si ce temps de loisir-là est consacré aux écrans, on rentre dans les recommandations. Ça serait correct. OK. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que les recommandations disent un nombre d'heures à ne pas dépasser par jour ou on va pas jusque-là encore, oui? Oui. Okay. Ça fait longtemps qu'il y a des recommandations connues. Avant 2 ans, pas d'écran, 0 minutes. OK. Entre 2 et 5 ans, on est à 2 heures par jour. Okay. 5 ans et plus, on est à 2 heures par jour, puis on peut aller jusqu'à 3 heures par jour, là, plus on vieillit. À partir de 4 heures par jour, on sait qu'il y a un effet négatif sur le développement et la santé mentale et physique, la santé physique et mentale de l'enfant. Fait qu'à partir de 4 heures, là, ça devient inquiétant. Raison de cloche. Puis les données qu'on a, c'est des données américaines, mais ce qu'on a comme données, c'est que l'adolescent moyen passe environ 9 heures par jour à l'écran. Oh, wow. Fait qu'on peut c'est un réel problème de santé publique. Vraiment. Considérant tout le temps où on fait 2 activités à la fois, comme on vient de dire. Exactement. Exactement. Je pense que ça, ce serait déjà... diminuer le nombre d'appareils par enfant. Comme par exemple, si on est dans une famille avec plusieurs enfants, est-ce que chaque enfant a besoin d'un iPad ou on peut avoir un iPad ou un iPhone qui se partagent entre les enfants ou entre les adultes et les enfants aussi, là. Donc, diminuer le nombre d'écrans, ça serait comme une bonne chose à faire. Puis, en parallèle, faire une chose à la fois. Oui. Tantôt, Andréane, on a discuté ensemble de cyberdépendance. On a discuté aussi de comment on fait pour avoir des saines habitudes par rapport aux écrans, là, comment l'enfant peut faire, comment les parents peuvent soutenir aussi l'enfant en ce sens. Est-ce qu'il y a des choses qui sont hors du contrôle des parents, que les parents ne peuvent pas contrôler, mais qui ont un impact là, sur tout ça? Oui. C'est vraiment une bonne question parce que de la manière dont les recommandations présentement de la santé publique, ça responsabilise beaucoup le parent et l'enfant. Mais je vous dirais que, oui, le parent, c'est le dernier rempart là, entre son enfant puis l'écran puis la cyberdépendance. Mais un facteur sur lequel le parent n'a pas de pouvoir puis l'enfant n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, c'est le marketing puis les stratégies de marketing excessivement agressives par l'industrie. Quand on pense qu'à la télévision, on ne peut pas faire de publicité qui s'adresse directement aux enfants, on ne peut pas faire de publicité sur des jouets pour enfants aux heures où les enfants écoutent la télévision. C'est hyper contrôlé, hyper réglementé, alors que sur le web, il n'y a aucune, il n'y a pas de réglementation. Ce qui fait que les stratégies de marketing sont très agressives. Puis l'enfant est très vulnérable parce que l'enfant est jeune, il est encore en développement pour tout ce qui est autorégulation, savoir s'arrêter, impulsivité. Donc, et ça, l'industrie le sait tout à fait. Puis, il y a 2 stratégies là, qui sont mises en œuvre, qui sont amplement utilisées. La première, c'est le FOMA, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Ça, c'est le fameux, là, dans votre réseau, vous regardez un réseau social, puis c'est la vedette que vous aimez, parce qu'évidemment, ils connaissent les vedettes que vous aimez. Puis là, vous avez votre vedette fait une révélation choc. Découvrez pourquoi ici. Puis là, vous allez cliquer. On ne peut pas s'en empêcher. Impossible. Comme adulte, c'est difficile de s'en empêcher. Fait qu'un enfant qui développe son inhibition, puis qui est encore très impulsif, je veux dire, c'est encore plus difficile. Tout à fait. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment amplement utilisée. Puis l'autre stratégie, c'est les jeux en ligne. Ils sont conçus pour solliciter une consommation continue et addictive. Ils sont conçus pour ça. Puis il y a différents éléments qui sont mis en œuvre par l'industrie pour faire que le consommateur va devenir addictif. Les jeux sont offerts en direct, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune fin, aucun game over. Il n'y a pas de tableau. Les anciens Mario Bros, pour ceux qui ont connu les anciens Mario Bros, il y avait la princesse à la fin, le tableau finissait, Mario mourait 3 fois,
game over. Exact. Fait qu'il y avait comme un moment où on avait l'enfant avait la chance de se dire, ah, OK, j'ai fini. Là, j'ai un choix. J'arrête ou je continue? C'est pas ça du tout maintenant. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de game over. L'interdépendance des joueurs est renforcée. Vous jouez contre d'autres joueurs et les autres joueurs progressent pendant que vous ne jouez pas. Bien là, il y a toute la... Encore là, on est un peu dans le fear of missing out. Pendant que je mange, les autres progressent, moi, je ne progresse pas. Je ne peux pas aller manger. Je ne peux pas faire ça. Aussi, les jeux offrent des récompenses, puis ils le savent très bien. Si l'enfant quitte son jeu typiquement après 20 minutes de jeu, à 19 minutes, il va avoir une récompense qui va être offerte à l'enfant. Soit, ça peut être une habileté, une auto, une nouvelle auto si c'est un jeu d'auto, une évolution, des pouvoirs, une arme. Mais à 18-19 minutes, juste avant que l'enfant lâche le jeu, on va lui donner un incitatif pour qu'il poursuive encore un petit 4-5 minutes. Donc, que voulez-vous que le jeune enfant puis l'adolescent fasse? Je veux dire, ils sont très vulnérables. Oui, vraiment. Donc, je pense que oui, dans une première étape, c'est bien de responsabiliser les parents, qu'on connaisse les recommandations, moins de 2 heures, moins 3 heures, 5 heures. Mais je pense qu'il y a toute une réflexion sociale à y avoir. Totalement. Qu'est-ce qu'on va se donner comme outil? Parce que ça ne peut pas être seulement le parent qui est le petit rempart entre l'enfant puis la machine, la machine puis l'industrie, là, particulièrement l'industrie du jeu vidéo. Puis trop puissant. C'est-à-dire qu'ils ont des stratégies de marketing très, très, très efficaces. Exact. Ils font bien leur travail. C'est vrai, ils font bien leur travail. Ouais. Mais ils le font avec une population qui est vulnérable. On parle d'enfants en développement. Fait que je pense qu'il y a toute une réflexion collective à y avoir. Puis oui, c'est correct que les parents et les enfants soient sensibilisés. Je dirais aussi aux parents, peut-être un dernier conseil, c'est pas catastrophique là, si l'enfant dépasse de 30 minutes, là, on s'entend, là, OK? Ouais. Mais en général, évitez de dépasser. Parce que, comment je pourrais dire ça? Quand le dentifrice sort du tube, c'est très difficile de le remettre dans le tube après. Oui. Puis ça, on l'a découvert en pandémie, pour que le parent puisse travailler, l'enfant, puis là, je dis ça sans jugement, là, l'enfant était placé devant un écran pour libérer le parent pour qu'il puisse aller travailler. Donc, le temps écran des enfants a augmenté. Oui. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'épidémie terminée, les enfants sont retournés à l'école, mais le temps écran n'a pas vraiment diminué. C'est difficile. Quand c'est instauré, c'est très difficile de le diminuer. Donc, les parents, on est beaucoup mieux d'éviter d'augmenter le temps écran que d'essayer de le diminuer quand il est vraiment intégré aux habitudes de vie. Ouais. Ce serait peut-être comme mon mot de la fin. Très pertinent. Très pertinent. Merci, Andréane, pour cette belle discussion. Je pense que nos auditeurs ont vraiment des recommandations claires. Puis, c'est important, comme tu dis, d'entamer une réflexion sociale, de se questionner par rapport à tout ça, pour en venir à des meilleures pratiques là, en lien avec l'utilisation des écrans, sachant que ça a un impact sur le développement de nos tout-petits, de nos adolescents. Donc, merci vraiment pour ce tour de roue. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à rester à l'affût de nos prochains épisodes et encore une fois, à vous abonner à nos différentes plateformes. À très bientôt! Ce balado est une production de l'Unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, partenaire financier de la production de ces épisodes destinés aux parents. Enfin, merci aux productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.